Bonjour et bienvenue sur le GPS pour la famille. Aujourd'hui, nous accueillons Claire Tesson. Bonjour Claire, Bonjour Emmanuel, qui est et médecin, bonjour à tous. qui est médecin addictologue et une mère de famille nombreuse, puisque Claire, tu as 7 enfants et tu es bientôt grand-mère du quatrième petit enfant. C'est Bravo. ça. Aujourd'hui, nous abordons un sujet quand même assez sérieux, puisqu'il s'agit de l'adolescence et des addictions. Alors, ce topo, il est destiné en priorité aux adolescents, mais bien sûr, les parents, on est très intéressés par ce sujet. Surtout, on est intéressés pour comprendre quels sont les mécanismes en fait de l'addiction. Voilà. Donc, Claire, je te laisse la parole sur ce sujet. Merci. Oui, un grand merci Emmanuel. C'est vrai que j'ai plus l'habitude, moi donc je suis médecin clinicienne, donc j'accompagne des gens en souffrance d'addiction et pas spécifique de la population jeune, c'est-à-dire mineure, mais forcément avec voilà l'âge que j'ai et les nombreux accompagnements, j'ai aussi idée par rapport à nos jeunes, à la fois en tant qu'aussi mère de famille, mais par rapport à nos jeunes avant 18-25 ans, j'ai une petite idée de ce qui favorise l'addiction et puis aussi ce qui évite l'addiction, bien que effectivement, quel que soit le milieu, l'expérience des parents, la prise en soin, il y a cette part très mystérieuse voilà, de chaque être humain et on ne peut pas dire qu'on est protégé chacun de nous des addictions. On est dans un climat actuel, peut-être plus qu'avant, je ne sais pas, mais très favorable aux addictions à cause voilà, de la rapidité, notamment du numérique actuellement, qui est un vrai sujet que j'ai vu moi évoluer depuis 20 ans de façon virale. Voilà. Donc moi je pars, je vais vous présenter voilà la façon dont je parle aux jeunes plutôt lycéens quand j'ai la chance de rencontrer. Comme je vous dis, c'est pas mon métier de faire des conférences, de parler, mais voilà, je vais y mettre tout mon cœur parce que c'est un sujet grave, comme le dit Emmanuel, mais c'est un sujet aussi enthousiasmant pour nous éducateurs parce qu'il y a quand même des choses à comprendre qui nous permettent aussi, qui vont nous permettre d'éviter de basculer dans l'addiction parce qu'il y a une très grande marche entre consommer quelque chose, que ce soit consommer des produits psychotropes, donc moi les produits qui sont actifs sur le cerveau et à l'âge des adolescents et un peu plus, on pense aux produits les plus courants, le tabac, le cannabis, la cocaïne qui arrive quand même vite, comme produit illégal psychotrope, l'alcool comme produit en vente libre, et puis on pense aussi aux écrans, à la gestion des écrans, voilà. Donc je pars toujours avec les jeunes de ben, qui suis-je pour comprendre comment un produit ou un comportement qui entraîne des addictions agit sur moi, il faut d'abord repartir de la base. C'est très succinct, hein, vous avez sûrement des formations un peu plus approfondies là-dessus, mais je parle toujours de qui suis-je et parce que ça, avec l'expérience, je vois que ça connecte bien, on va dire, avec nos jeunes. Donc, quand je leur dis, vous êtes vraiment une personne qui est composée voilà, d'une matière, votre corps. Je parle du cœur qui bat parce que le cœur, on est très attentif. Enfin, on voit très bien ce que ça fait à l'adolescence quand on a des émotions et que tout d'un coup le cœur s'emballe, les rougeurs du visage. Enfin, on a un corps quoi. Et face à voilà une émotion amoureuse, face à une colère, on voit bien que le corps réagit ben, l'esprit, la vie psychologique, intellectuelle et spirituelle. Dans mon discours, quand je leur parle, je dis on a besoin, ça va être important pour la suite, de trouver du sens à nos vies. Donc c'est ce que j'appelle spirituel. Après, bien sûr, on peut avoir voilà une religion, la quête spirituelle, elle habite chaque homme et ils comprennent bien ce que je veux dire. Donc
Et on est tous différents, tous on est dans un contexte de vie différent. Je leur prends souvent l'exemple, bah, si vous étiez né en Amazonie, ou là vous êtes certains peut-être nés à Marseille, centre-ville, d'autres campagne, voilà, je fais de Marseille, dans la campagne un petit peu perdue autour, eh bien on n'a pas ce contexte fait on n'a pas, on découvre pas les mêmes choses, et notamment par rapport aux produits, au comportement, les pairs qui nous entourent, les copains, les collègues, comme ils disent ici, ben, ne sont différents. Donc, on ne va pas forcément être amené à découvrir les mêmes produits, les mêmes comportements. Et ce contexte, il est primordial. Parce qu'on voit bien aussi dans des sociétés, voilà, il y a toujours eu des produits psychotropes utilisés. Hein, on mâchouillait de la coque, on trouve du pavot, on sait que ça fait quelque chose sur le cerveau qui peut faire du bien quand on en a éventuellement besoin. Mais il faut qui est ce contexte, qui est cette personne qui est faite sa matière, son esprit, qui fait de nous un être unique, complexe, créé pour être dépendant. Hein, le petit homme, comme vous savez, naît ayant besoin d'être choyé, d'être nourri. Il se met pas à galoper comme le petit veau au bout de quelques minutes. Donc, on est créé déjà, notre cerveau est créé pour être dépendant à la base. Donc, forcément, ça entraîne des fragilités, plus ou moins, des vulnérabilités, et puis toute cette part mystérieuse de nous-mêmes. Voilà. Les besoins fondamentaux, être unique, ça veut dire des besoins voilà, fondamentaux, comme vous voyez, des besoins physiques, on a besoin d'être voilà, présent, prendre en charge nos besoins physiques, psychologiques, affectifs, spirituels, du début à la fin de la vie, pour rappel. Et en vue de la grande aventure de la vie, aimer et être aimé, qui passe pour moi par cette case s'aimer soi-même, et que je vais développer un petit peu à suivre. S'aimer soi-même en plein cœur de l'adolescence, eh ben c'est pas forcément facile. Notre regard aussi sur nos enfants, qu'ils soient voilà à cet âge de la mutation, c'est aussi un changement pour les parents. On parle du changement du corps des enfants, mais il y a aussi le changement du regard des parents sur les enfants, et qui forcément ils captent, hein, et parfois, il y a des changements qui nous sont plus ou moins à nous désirables, ou plus ou moins sur lesquels on est plus ou moins à l'aise nous-mêmes. Donc c'est vraiment dans cette relation aussi du regard de nos parents sur l'enfant, comment apprivoiser ces changements du corps pour le garçon, pour la fille. C'est des âges différents, et des regards aussi différents, qu'on soit père, qu'on soit mère. Donc effectivement, on dit c'est ce corps d'adolescent est plus ou moins ingrat à certains moments, quel regard on a sur lui aussi, nous, quelle responsabilité on a, et comment ça nous pousse aussi à s'émerveiller, à prendre le côté merveilleux et pas le côté, voilà, les boutons, les choses, la façon dont ils se cachent leurs boutons, la façon dont ils... donc ça, c'est plus d'expérience pour moi, mais avec du recul, on remarque effectivement que c'était un système protecteur pour eux. Hein, de se faire une mèche alors que non, on veut utiliser les cheveux courts, donc il y a des systèmes de protection qui vont se mettre en place, qu'on ne décode pas forcément, mais qui sont sans doute à ce moment-là à échanger, à discuter, là c'est tous les trésors de l'inventivité d'éducateurs. Les développements de l'affectivité avec tout ce qui tous ces émois qui arrivent à cet âge-là, à l'âge de l'adolescence, que vous savez aussi bien que moi, le développement des émotions. Et là, c'est très très important dans la protection des addictions. On remarque, nous, plus tard, moi quand j'accueille à partir de 25 ans, 25 et plus, que il y a une très grande difficulté de ces personnes qui sont tombées, qui ont eu besoin d'un produit ou un comportement pour aller mieux, une très grande difficulté à gérer leurs émotions. Donc, n'hésitons pas à être aussi là inventifs sur la gestion des émotions, à se former, à être en éveil par rapport à ça. Ça, c'est aussi tout un sujet en soi. Peut-être GPS a déjà développé ça, mais voilà, je vous invite à vous reconnecter. Tout est
un tout, on va dire. Voilà, ne découpons pas trop en termes de développement nos enfants et les enfants qu'on accompagne. Et puis, un grand thème qui nous intéresse beaucoup dans les addictions, c'est la découverte plus consciente de la notion de plaisir. Hein, parce que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, au moment du changement hormonal, le plaisir en tant que tel, bien sûr, il y a le bien-être, lié, qui est très fusionnel avec ce que ressentent les parents, avec ce que tel a dit, etc. Mais la découverte plus intime il y a des choses qui me font vraiment plaisir, eh bien, c'est de façon inconsciente, voilà, je dirais, le circuit de récompense commence à vraiment se mettre en avant et de façon très individuelle. Hein. Et donc, c'est là la construction de son identité propre que je vais, voilà, développer un petit peu aussi après. La suite. Voilà, pour être quelqu'un avec les autres, il faut être d'abord quelqu'un à ses propres yeux. C'est une slide qui parle bien aux jeunes en général, parce qu'il me pose pas mal de questions là-dessus, comment on peut s'aimer soi-même. Donc, c'est la slide suivante sur s'aimer. Voilà, donc ça veut dire aussi se connaître et puis ça veut dire prendre soin de soi. Parce que se connaître, c'est se connaître avec forcément, on en est tous là, mais ses fragilités et ses vulnérabilités. Et donc, passer par là, c'est un âge où on est plus fort que tout, rien ne nous arrête. Donc, parler de vulnérabilité, donc il faut être là aussi inventif. Parler de fragilité, il faut être inventif. Nous, on voit ce que ça veut dire avec un peu de recul. Mais pour eux, ces vulnérabilités, c'est pas forcément se mettre en danger. Pour nous, ça peut l'être. Donc, il faut il faut avoir ça en tête, se connaître et prendre soin de soi. Et moi, je vais être fixée, à cause de mon métier, de médecin et d'addictologue, sur prendre soin de son cerveau. Voilà. Ce rôle central de notre cerveau dans la sécrétion de dopamine, ce fameux circuit de récompense qui veut dire que quand on fait une action ou quand on subit quelque chose qui entraîne du plaisir, eh bien, on va ressentir, c'est ce qu'on appelle une récompense plaisir, dans certaines circonstances, qui va faire que, on va activer consciemment ou inconsciemment ce circuit récompense. On ne le conscientise pas du tout, sauf dans certaines circonstances où on peut, je dirais, le suractiver et puis se dire, ah, ça c'est chouette. Donc, on va voir lesquels. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est que la maturation des neurones, je mets 20-25 ans, mais voilà, c'est plutôt 25 ans, la fourchette haute. Ça veut dire que c'est une très belle nouvelle parce que nos neurones sont très plastiques, c'est-à-dire qu'ils sont très voilà, compliants, ils sont très souples. C'est ce que je dis aux jeunes, vous êtes en pleine phase de mémorisation, les neurones ils peuvent se déployer, vous pouvez mémoriser des choses incroyables, retenir, voilà, les circuits se connectent entre eux. Je leur dis, moi, à mon âge, voilà, je peine plus à mémoriser, à faire cette plasticité. Donc, c'est une très, très chouette nouvelle que vous ayez des neurones très, très plastiques, mais ils ont besoin d'être protégés parce que ils sont enveloppés d'une petite couche de protection, je perds mon mot, mais une petite couche de protection qui est pas encore bien mûre avant 25 ans. Donc, ça veut dire que méfiance, je prends souvent l'image c'est quand on envoie une petite flèche de cannabis fuite dans les neurones qui sont pas bien protégés, la flèche va passer plus profondément. Donc, ça va pouvoir léser plus profondément quelque chose qui est en cours de maturation. Donc, tout ce qui est psychotrope, c'est voilà, une flèche de cannabis, une flèche d'alcool, d'une superalcoolisation, une flèche d'un médicament voilà, qu'on prend en le mésusant, c'est-à-dire en le prenant pas parce qu'on souffre de quelque chose, mais on transforme l'usage pour obtenir, donc je parle là de kétamine, de choses qu'on voit dans la médecine, nous, dont on utilise et qui est très utile, mais qui peut être détourné de son objet initial.
Donc voilà, ce fameux neurone à dopamine, super, qui a vraiment besoin, dont on a besoin de prendre soin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on le stimule? La stimulation du système dopaminergique, ça entraîne une sensation de plaisir, de bien-être, une satisfaction à vivre. Et c'est vraiment ça, le circuit de récompense. Moi, je vous invite vraiment à aller voir, on en reparlera peut-être à la fin, je réappuierai là-dessus, mais sur les petites choses dont on a besoin de se former, éventuellement avec nos enfants. Regarder une petite vidéo ensemble du système de récompense, ça dure 3 minutes. Il y a des choses très très bien faites sur le net. Il y a un site que je vous conseille et que vous aurez à l'écran à la fin, Addict Aid, le village des addictions, où là on a plein de références possibles. On peut voir un petit vidéo sur le système de récompense, et de le voir pas seul, mais avec les enfants, c'est aussi un outil de discussion très intéressant, qui comprennent très très bien. Le neurone à dopamine, il est stimulé. On envoie dans la synapse entre les deux neurones un message chimique qui est recapturé et qui entraîne une sensation de plaisir. Donc, c'est une excitation de ce fameux neurone. Heureusement qu'on l'a, parce que dans notre vie, on a quand même besoin d'être si on peut, quand même, d'être dans un système bien-être. Donc, vous allez voir un peu ce qui active naturellement ces neurones à dopamine, et puis on verra ce qui les active artificiellement. Sécrétion naturelle de dopamine. Alors là aussi, on reste vraiment pour moi bien-être, plaisir, équilibre de chaque jour. Donc on est fluctuant, hein. Il y a des jours, on se réveille bof, alors qu'on a les mêmes stimuli que la veille. On sent que le bain dopaminergique, je le rappelle aux enfants, souvent, voilà, on vit quand même dans un bain, on aurait bien envie qu'il soit à bonne température tout le temps. C'est pas le cas. Donc, on a besoin de ce bien-être, plaisir, cet équilibre. On a 4 sources naturelles de sécrétion. Donc, on va les développer. Elles sont dans l'ordre qu'on veut, hein, je les mets dans cet ordre-là, mais la nourriture, hein, vous voyez le plaisir qu'on a, nous, êtres humains, à développer notre créativité par rapport à la nourriture pour se faire plaisir, que ça occupe de grand nombre de nos conversations. Quelle nouvelle recette, qu'est-ce que tu as fait, les papilles, les goûts aussi dans les différentes cultures, on voit les épices, on voit les boissons aussi qui nous font du bien, l'alcool, hein, dans notre, en tout cas dans notre société à nous. On peut voir que dans d'autres sociétés, il y a, par rapport à l'alimentation, nous on est très focus nourriture et l'alcool qui va bien avec le plat. Qu'est-ce que je mets comme alcool, hein, mais pour certaines autres sociétés, notamment asiatiques, quel thé va bien avec? Quel parfum de thé irait bien avec tel plat? Donc, vous voyez, on a besoin de marier les saveurs. Donc, on a à ce moment-là, pourquoi on a tous ce goût, pourquoi on a besoin de retrouver du sel, du sucre, enfin, parce que ça nous entraîne une sécrétion dopaminergique. Soyons francs. Après, la nourriture peut être source quand il y a une dysrégulation, on va là parler plus en termes médicaux, mais d'anorexie boulimie, vous voyez, ça touche ce secteur dopaminergique nourriture. Autre sécrétion dopaminergique naturelle qu'on peut mettre en la sexualité. Hein, comment la sexualité est source de plaisir, et comment elle peut être aussi mésusée et mal usée. Mais la sexualité est liée forcément à la procréation. Donc, c'est bien fait pour avoir des enfants, pour que les races se perpétuent. Hein, faut pas, c'est le départ. Mais elle entraîne aussi chez nous, êtres humains, du plaisir, donc qui peut être là aussi détourné de sa fonction initiale. Et comment être au clair avec ça, et en parler aussi sur le même plan. Vous voyez que la nourriture au départ, hein, on est sur après il y a toutes ces connotations culturelles, religieuses, etc. derrière, mais comment voilà, sur le plan dopaminergique, on met ça sur le même plan. Il y a la vie relationnelle, sociale et affective. Hein, comment la relation à l'autre, d'abord la relation avec les personnes qui nous accueillent dans la vie, ceux qui nous ont voilà, créé, nos parents, ou les substituts parentaux, quand on n'a pas pu voilà, être né dans les bras voilà, de notre mère ou de nos parents, ça commence dès ce moment-là.
Et ça crée voilà, du bien-être. Et puis, un autre très important, une autre source de sécrétion, c'est les expériences acquises. Et là, ça va être vraiment pour nous en addictologie, notre levier, notre touche, j'appelle ça, sur lesquelles qu'on va décortiquer et qu'on peut, qui peut être protecteur par rapport aux addictions et qui peut, pour nous, parents, être vraiment à développer à l'infini. Les expériences acquises, j'entends par là tout ce qu'on a fait comme expérience depuis notre plus jeune âge chacun, qu'on a permis de faire à nos enfants, dans tous les domaines et souvent à travers les cinq sens. C'est-à-dire comment on a pu éveiller leur écoute musicale, que ce soit des goûts que nous on aime ou leurs goûts à eux. Mais comment on a pu, parce qu'il y a des moments dans leur goût, ben, on n'est pas très fan de leur musique, mais comment on peut respecter ça et quand même voilà, aller sur ce terrain-là avec eux, à travers donc, tout ce qui touche l'oreille, à travers tout ce qui touche ce qu'on voit, à travers le corps, ce qu'on voit, ça veut dire est-ce qu'on peut les éveiller et est-ce qu'on le fait à la beauté de ce qu'on voit. Alors, il y a des beautés différentes, mais d'aller marcher dans un super site avec eux, d'éveiller, que ce soit à des temps différents d'une journée, au lever du soleil, au coucher du soleil, à différents, sentir les odeurs, où on est en ville, en plein un super bâtiment, voilà, quand on voyage ou pas, ou quand, tout ça, c'est vraiment qu'on soit attentif à éveiller leur sens à la beauté, à la beauté que eux, ce qu'ils trouvent beau, ce que nous on trouve beau, à confronter aussi à cet âge-là nos différences. Le corps, très 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 important, parce que si on parle voilà ces plaisirs, voilà qui bougent à cet âge-là, ça veut dire aussi par le sport, par tout ce qui peut développer la grâce du corps à un moment où c'est plus disgracieux, ben, soyons inventifs. Comment on va les aider à ne pas rester dans nos schémas à nous. Ben, si, il faut que tu fasses faut que tu fasses du foot parce qu'on en a toujours fait dans la famille. Il faut que tu fasses du tennis parce que c'est un sport qu'on aime pratiquer. Oui, bien sûr, on peut dire tout ce que nous on trouve de positif à ça ou tout ce qui nous a semblé positif pour nous, mais ben, comment ces expériences diverses peuvent aussi être protectrices pour eux parce que ça secrète leur dopamine naturelle. Et ils vont mouiller la chemise parce qu'on ne devient pas je dirais un coureur de 100 mètres au bout de 2 entraînements. Il faut du temps. On va commencer à prendre plaisir. On va commencer à sécréter de la dopamine et ça va être quelque chose de diesel, mais quelque chose d'efficace sur lequel, si ils ont des moments plus bofs dans leur vie, ils pourront s'y réaccrocher. Ça m'a fait plaisir. Ils seront, et nous, en tant que travail en addictologie, on va rechercher ça. Où était, quand le circuit dopaminergique a été kidnappé par une addiction, comment on va retrouver ces expériences acquises ou comment on va se rendre compte qu'il n'y en a pas eu. Et là, on est dans la mouise, je veux dire, parce que quand il n'y en a pas eu, on ne peut pas s'y raccrocher. Alors, c'est très difficile. C'est un travail complètement après d'éducation à trouver des sensations, plaisir autres qu'avec autres que par des produits ou des comportements. Donc toutes vous voyez, ces expériences là, les enfants le comprennent vraiment très bien. Je vois dans leurs questions après ou dans oui, bah oui, moi j'aime bien ça me fait plaisir. Il y a un moment, ça fait pas plaisir de travailler la guitare, et puis il y a un moment, ben le regard de l'autre. Oh, ah, mais c'est joli ce que tu joues. Ou ah, mais t'en as fait du progrès. Ce regard-là est valorisant et ce regard-là montre que l'estime de moi remonte et c'est une expérience qui fait que j'offre de la beauté à l'autre ou je lui offre quelque chose ou je partage et je sais moi le faire et lui il ne sait pas le faire. Vous voyez. Donc je ne sais pas si je suis assez claire, mais ça, on peut être inventif à l'infini. Moi, j'ai pour expérience avec des jeunes que j'accompagne plutôt d'une trentaine d'années qui n'arrivent
aller rechercher leurs expériences plaisir naturelles acquises. J'ai en mémoire une jeune femme d'une trentaine d'années qui était sous l'emprise, voilà, qui était à cannabis, cocaïne, et avec qui on a travaillé le fait de participer à des balades. Vous voyez, des balades dans la nature avec une association pour se reconnecter, qui était revenue me voir en me disant mais c'est incroyable comme je retrouve, elle est en plein sevrage, hein, des produits. Donc ça, quand on consomme des produits, ça camoufle aussi les odeurs, le goût, hein, et qui était, mais c'est incroyable. Bon, c'est dans les collines du Sud, mais incroyable quand il y a des odeurs, incroyable quand il y a des paysages de marcher dans l'eau aussi, vous voyez, enfin des choses qui peuvent nous paraître complètement naturelles, mais qui le sont, qui peuvent être oubliées, camouflées. Donc, comment on peut, j'appelle ça, avoir un éventail très, très complet d'expériences positives acquises. Et plus on en aura jeune, et plus on pourra les récupérer plus tard, si on en a besoin. Voilà, donc tout ça crée une imprégnation chez nous, j'appelle ça une création d'un capital dopaminergique très personnel, très très inégal d'un individu à l'autre, mais l'objectif c'est quand même qu'on ait ce bain, un petit peu ce bain d'eau chaude, plus ou moins par moment tiède, mais qu'on soit quand même dans ce bien-être, se dire là je m'embête, je m'ennuie, mais si j'allais faire du vélo, hein, et ça réveille, et ça, vous voyez, je m'embête, je m'ennuie, je vais me concentrer sur mes séries Netflix. C'est pas pareil. Voilà. Et donc l'adolescence, voilà, la période de jeune et la période de jeune adulte, voilà, sont cette période critique pour la bonne maturation du cerveau. Et c'est, comme je l'avais dit tout à l'heure, une période critique pour l'apprentissage et la gestion du stress et des émotions. Et le faire avec la consommation de substances ou de comportements psychoactifs, forcément laissera des traces à l'âge adulte. Donc ça, c'est sur une étude de 2014 avec la référence au Bradovic. Mais bon, ça, c'est pour appuyer, mais ça n'ajoute pas grand-chose. Et maintenant qu'on a vu, je dirais, la construction un peu normale, avec nos fragilités et nos forces, qu'est-ce qui va se passer quand notre personne unique, dont on a parlé tout à l'heure, dans son contexte de vie unique, qu'elle soit en Amazonie ou en plein cœur d'un centre-ville, va rencontrer par hasard ou pas, une substance psychoactive, c'est-à-dire toutes les substances que j'ai décrites en priorité, donc le tabac, l'alcool, le cannabis, et puis les autres psychotropes beaucoup moins fréquents, hein, mais qui restent présents, cocaïne, héroïne, etc., tous les amphétamines, et puis les comportements addictogènes que sont nos écrans. Les écrans, par les écrans, il y a des produits des écrans qui sont particulièrement addictogènes parce qu'ils accrochent plus le cerveau, ça va aller très vite, et là je vais parler de pornographie, de jeux vidéo plutôt en multiplayer, quand on joue sur Internet en multiplayer, et puis de séries qui accrochent parce que il y a toujours une suite. Hein. C'est pas le film qui est du début, au bout de 2 heures, on connaît la fin. On est toujours en attente de la suite. Comme la pornographie, on est toujours en attente d'une image d'après ou d'une séquence d'après qui sera peut-être plus stimulante, voilà, sur notre système dopaminergique. Donc ça peut être une fois, ça peut être une expérience, j'appelle ça une expérience psychotrope. On voit que telle rencontre avec du cannabis entraîne pas un soulagement, un bien-être, ou évite de penser à quelque chose de douloureux. Soit ça entraîne du plaisir, soit ça soulage une souffrance. Et pareil avec les écrans. Donc là, on vit une expérience de psychotropie. Cette expérience de psychotropie, elle est toujours avec sa rencontre d'une substance d'un individu dans son contexte, avec cette jolie slide là qui montre moi à ma gauche une expérience plaisir qui peut être positive, mais qui peut être aussi une expérience négative.
Hein. Je prends souvent un exemple d'un accompagnement que j'ai eu d'un couple. Lui racontait, quand je suis allée rechercher son expérience, c'était un monsieur dépendant de l'alcool, qui me racontait tous ses malheurs avec l'alcool, mais je suis allée rechercher l'expérience positive qu'il a eue au début. Oui, mais l'alcool, effectivement, là, vous avez beaucoup de malheurs avec physique, psychique, social, avec l'alcool, mais il y a 20 ans, est-ce que vous avez eu du plaisir avec l'alcool? Et là, quand on va rechercher ça, il dit, bah oui, j'étais très, très timide et l'alcool m'a désinhibée. Et l'alcool produit ça. Je veux dire, on a un cerveau qui le capte. Donc, oui, il n'y a pas de honte à ça. L'alcool a désinhibé, donc m'a permis d'être moins à un moment où j'en avais besoin, et donc m'a même permis de rencontrer ma femme, voilà, dans une situation un peu rigolote, mais effectivement, il y avait un peu d'alcool, et ces sensations de plaisir, elles étaient là. Sa femme me raconte, alors je dis, mais vous, madame, est-ce que l'alcool, parce que j'ai reçu après le couple, est-ce que l'alcool, vous pourriez citer une sensation de plaisir avec l'alcool? Et elle me dit, ah non, mais moi, c'est tout le contraire. Alors là, c'était rigolo, parce qu'en la même heure, elle dit, ah non, moi, c'est tout le contraire, parce que j'ai fait une expérience, j'ai trop bu d'alcool, bon, à 18 ans, ou 10, je ne sais plus l'âge exact, là, j'ai bu trop, j'ai vomi, ça a été une expérience négative toute ma vie après, j'ai bu un verre d'alcool en mangeant. Donc, vous voyez comment une expérience de départ peut entraîner une reproduction du comportement ou pas. Donc, on est tous, si on va rechercher en addictologie, moi je suis médecin généraliste à la base, mais quand on va rechercher voilà, dans ces spécialités-là, on est obligé de se mettre au travail soi-même. Qu'est-ce que c'est que la psychotropie? Comment on la vit? Donc, et après, moi, effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup d'anecdotes qui me racontent la psychotropie des autres, forcément, puisque je vais la chercher. Voilà. Les produits psychoactifs et les comportements addictogènes. Voilà le langage un peu des addictologues. Quels sont les comportements? Donc, je les ai déjà un peu dévoilés, hein, parce qu'ils ont un impact sur le cerveau. Le cerveau, pas de chance, s'adapte et se modifie. C'est-à-dire que quand vous verrez un peu des petites vidéos sur le système de récompense, vous allez voir que on peut effectivement avoir il y a je dirais un peu avant de saisir un comportement, c'est-à-dire avant d'allumer son écran si on veut voir des images porno par exemple, avant d'aller chercher une bouteille d'alcool, il y a juste la phase d'avant où on sait que qu'est-ce que je fais, comment je décide, comment je m'adapte. J'ai très envie d'aller boire là par exemple à 11 heures du matin un verre de vodka. Vraiment, j'aurais envie. Je me dis, mais non, il est 10 heures, c'est pas raisonnable. On fait un petit apéro le vendredi soir, c'est la réponse est donnée. Et là, j'ai un neurone désinhibiteur qui me dit, tu sais bien le contexte, nana, c'est pas maintenant, mais effectivement, ce soir, il y aura. Et puis voilà, hop, on passe à autre chose. Hein. Le neurone, j'ai plaisir là qui s'active et qui a envie d'y aller. Et puis, il y a le neurone qui dit le contraire et qui nous empêche de passer à l'acte. Avec l'adaptation du cerveau à un produit qu'on utilise très souvent, eh ben le neurone inhibiteur, lui, il se dit, bon, bah, ciao, je m'en vais, je suis débordé. Voilà. Donc là, on a un circuit dopaminergique débordé, court-circuité, kidnappé. C'est très très bien expliqué, très très simplement, les enfants le comprennent très très bien sur des petites vidéos, système de récompense. Il y a des toutes petites vidéos courtes qui montrent très bien ça. On voit ce neurone viouf, j'ai très envie d'un gâteau au chocolat. Oui, mais je sais qu'il n'y en a plus dans le frigo. Donc, zut, rien que le fait de dire, bah non, mais il n'y en a plus là, hop, on n'a plus envie. D'accord. Alors que l'enjeu, c'est pour ça que c'est pas catastrophique de faire des expériences de psychotropie avec des produits ou les écrans, mais ça peut basculer vers l'adaptation du cerveau et vers une modification qui fait que le cerveau est débordé. On appelle ça la tolérance de notre cerveau et qui entraîne après l'addiction en termes médico-psychologiques du terme. Le problème, voilà, de tous ces moyens
c'est ces produits et ces comportements addictogènes qu'on a listés, nous, dans notre jargon d'addictologue, eh bien, c'est ce qu'on découvre, et on en découvre de plus en plus par les écrans maintenant, hein, on parle vraiment, et ça c'est nouveau, moi j'ai eu voilà, un congrès il y a un mois, c'est la première fois où en France, j'entendais parler de cyberpornographie en addictologie. Avant, voilà, on parlait d'addiction sexuelle, ça peut en faire partie, pas que, ou pas, mais la cyberpornographie maintenant est une entité propre. Donc, ça veut dire qu'on est bien conscient que ça détruit quelque chose au niveau du circuit de récompense et voilà, au niveau du cerveau en tout cas. C'est beaucoup plus complexe que ce que je vous dis là avec le neuro. Il n'y a pas qu'un neurone, hein, il y a en jeu beaucoup plus de choses que ça et des choses protectrices et la recherche. Il y a beaucoup de choses en recherche très positives en ce moment, mais bon, c'est quand même c'est très aidant d'avoir ça comme en tête. Donc, les produits ou les comportements addictogènes qu'on a listés, c'est un moyen très rapide, ça prend la place et ça empêche l'apprentissage par l'expérience dont je vous parlais, d'où l'importance de le développer très jeune. Ça fait vivre dans le domaine de sensations artificielles et non d'émotions réelles. Et ça provoque tout le temps l'isolement et la solitude, que ce soit par un produit. Moi, tous les gens consommateurs de produits qui sont accompagnés en addicto, ben, ils sont très seuls, très seuls. Et sortir de cet isolement pour aussi même se relancer, se soigner, ça a découragé beaucoup de gens autour. C'est très, très compliqué, très, très compliqué. Et ça entraîne des sensations très différentes selon les produits ou les comportements qu'on utilise. Ça peut entraîner un effet stimulant. Là, je suis stimulée la cocaïne, hein, je m'arrête pas, je suis en pleine forme, j'ai un dynamisme. Ça peut entraîner plutôt quelque chose de plus posé, dépresseur. Ça me pose, le cannabis le soir, ça me détend. Ça peut être perturbateur. Je suis un petit peu de personne. Voilà. Et surtout, ça me remplit un vide parce qu'il y a des choses trop dures à supporter. Quand on a des souffrances X, Y, Z et qu'on fait l'expérience qu'un comportement ou un produit soulage, voilà, un deuil, un moment de l'adolescence où on se sent vraiment trop nul, trop ceci, trop cela, et qu'on en a marre de soi-même, on en a marre d'être comme ça, on peut se réfugier sur des images qui permettent d'oublier tout ça et de ne pas le travailler. Dans les produits, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai mis la cause de mortalité, mais ça c'était plus pour les jeunes, mais les produits psychoactifs dans l'ordre, hein, c'est le tabac, l'alcool, le cannabis, puis après ce que je vous ai dit sur la cocaïne, l'héroïne. Je dirais peu importe le produit ou le comportement, le fond du fond, vous avez dû le comprendre, mais le même, l'entrée dans l'addiction est la même. Hein, c'est ce circuit de récompense là-haut, tout ce qui a mis le bazar. Et je dirais, pour nous, depuis 15-20 ans, on parle plus de... Bien sûr, il y a des focus produits, mais c'est vraiment la mise en place de l'addiction dans le cerveau qui nous intéresse. Donc, on part tout le temps de là. Et après, voilà, on saisit bien sûr comment il y a des produits qui sont plus faciles à éviter que d'autres quand on décide d'arrêter. L'alcool, comment voulez-vous éviter l'alcool? Donc, c'est une stratégie très compliquée parce que quelqu'un vraiment qui a décidé qui est en dépendance, et après on parle voilà, de dépendance physique, psychique, comportementale, l'alcool il y a les trois. Donc, comment dans une dépendance dans une dépendance comportementale à l'alcool, quand on est avec des gens qui consomment tous les jours, qui ont un comportement et qui ne sont pas forcément addicts, hein, mais qui peuvent prendre leur verre de vin, comment voir cette bouteille tous les jours et vous dire, ben non, je ne consommerai pas. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Il y a des produits ou des comportements. Comment éviter
de regarder des images, là je le vois, pornographiques, quand on a des smartphones, quand on a un accès Internet 5G avec une rapidité d'image comme on l'a actuellement, eh ben, voilà, c'est des stratégies très difficiles. Donc, vous voyez, il y a des produits ou des comportements, ben après, dans la stratégie d'accompagnement et psychothérapeutique, ben, qui entraînent des complications, malgré le désir d'arrêter. Et dans les comportements, voilà, sans produits, il y a les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la cyberpornographie, les achats compulsifs, les jeux de hasard et d'argent, etc. Ça, c'est listé de façon, nous, dans voilà, un manuel DSM chez nous, voilà, un manuel psychiatrique maintenant, parce que ça fait vraiment partie de ce travail-là. Donc, de l'expérience psychotrope positive à l'addiction, voilà, c'est qu'est-ce que je voulais déjà bien partager. C'est une entité clinique pour nous. Il y a une recherche de sensation de plaisir solitaire ou soulager un malaise intérieur. Hein. Soit on veut plus de plaisir parce que dans la vraie vie on ne le trouve pas, soit on veut vraiment soulager un malaise intérieur. Moi, je vois beaucoup de dépendance à l'alcool parce que ça reste très, très notre gros champ en travail en addicto, c'est beaucoup de problématiques alcool, en fait, qui ont été initiées par un syndrome dépressif sous-jacent. Parce que l'alcool peut soulager au début l'anxiodépression et puis en provoquer après. Donc, vous voyez, l'embrouille, parce qu'on rajoute un antidépresseur, forcément, à un moment. Et ben, on a alcool, antidépresseur, anxiolytique, mais qui fait quoi? Donc, c'est difficile parce que ce malaise intérieur, ben, il faut aller voilà, le travailler, le rechercher, mais dans quelles conditions, comment? Enfin, c'est très, très une individualisation des parcours, beaucoup plus maintenant, actuellement, depuis quelques années. Quand on dit, quand il y a besoin de rechercher cette sensation de plaisir ou soulager un malaise intérieur, à un moment donné, pour parler d'addiction, il faut parler de perte de contrôle. Il y a une envie très forte d'aller, voilà, la vodka, à l'image de cette vodka à 11 heures du matin, j'ai une envie très très forte et j'ai un contrôle qui me dit n'y va pas et j'y vais pas. À partir du moment, quand on est dans l'addiction, j'ai une envie très forte et je peux pas faire autrement quand j'y ai pensé que d'aller chercher la vodka. Je ne peux pas. On appelle ça le craving, cette envie puissante parce que il y a eu là-haut, il y a vraiment de l'embrouille. Je ne saurais pas scientifiquement, je suis pas dans la recherche, mais l'expliquer complètement. Il y a plus qu'un circuit de décompense débordé, mais qui fait que les gens nous le décrivent très bien. Je mets toutes les stratégies en œuvre pour ne pas y aller, ne pas avoir de vodka, ne pas. Eh ben, je prends ma voiture et je vais dans la supérette du coin. Donc, c'est cette perte de contrôle, on appelle ça ce craving, cette envie très forte, c'est d'une activité complètement compulsive et on continue à le faire malgré les conséquences négatives. Donc, et les dégâts. Donc, les écrans, voilà, il y a le cas dont je vous parle, l'alcool, mais les écrans, ça fait pareil. Hein. Donc, c'est notamment la pornographie. Donc, comment on ne peut pas ne pas tous, hein, pas que pour nos ados, mais tous se dire mais quelle est ma façon de consommer? Parce que dans nos usages, il y a des usages, il n'y a pas d'usage, il y a des usages, il y a des usages à risque, et à un moment donné, on peut basculer sans s'en rendre compte. Donc, je dirais que c'est bien que nous aussi, on soit au clair en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, pour aussi en parler avec nos enfants. Donc, quand on dit voilà qu'on peut plus se contrôler, qu'on a perdu le contrôle, ben est-ce que j'ai perdu la liberté de m'abstenir de consommer telle consommation, tel comportement? Et là, on entre vraiment quand on a perdu cette liberté, s'abstenir de consommer, on rentre vraiment dans cette sphère solitaire en souffrance, qui est après très personnelle, hein, mais donc, à nous de se poser la question et de pouvoir après la décliner avec les ados et les enfants. Est-ce que mes consommations, tels comportements, je suis un petit peu portée vers ça, me font sortir de moi-même à un certain moment pour m'ouvrir aux autres, me construire, me connaître moi-même avec mes fragilités.
parce que mes comportements peut-être permettent de camoufler mes fragilités. J'arrive pas avec. Je vous prends l'exemple fréquent que les jeunes, quand je leur fais poser des questions en amont, et ils me disent, mais quand je suis très, très, très timide. Et c'est très doux, c'est très dur d'être très, très, très timide. Alors, je comprends très bien, hein, je l'entends, et on cherche, voilà, qu'est-ce qui pourrait nous aider à être moins timide? Un verre d'alcool, oui, mais est-ce que, quand on connaît ce que l'alcool peut prendre les rênes sur notre cerveau, est-ce qu'on ne peut pas être inventif sur trouver d'autres choses? Et en général, en vieillissant, on va mettre des stratégies en place. Mais comment je peux me construire en faisant peut-être des ateliers un peu théâtre, d'expression corporelle. Enfin, il y a des choses là à développer, non, sûrement que vous avez déjà évoqué en termes éducatifs purs, mais pour permettre face aux difficultés rencontrées, d'avoir d'autres réponses quand on sent qu'il y a une réponse artificielle qui peut commencer à camoufler ça et qui m'enferme effectivement dans la peur, la solitude, la culpabilité. Hein, il y a énormément de culpabilité chez pas que les jeunes, hein, mais dès qu'ils commencent, malgré tout, ils vont enfreindre les règles pour commencer la première cigarette, hop, un peu de cannabis, un peu, mais il va y avoir un peu d'images porno pour certains qui vont, voilà, pas intentionnellement ou malencontreusement fréquenter. Eh bien, la culpabilité pour ces différents supports peut être très très forte et empêcher empêcher d'en parler. Voilà, quelques pistes. Je ne sais pas si on est voilà quelques pistes que je vais un peu développer. Oui, j'avais rajouté des petites choses, mais je vais le dire par oral et s'en sortir, bien sûr, c'est possible. Et avant de s'en sortir, je dirais, faire voilà, de la prévention et de la protection. Donc, en termes de prévention, on est tous, en tant qu'éducateurs, c'est pas l'affaire de spécialistes, et vous le savez fort bien. Il faut qu'on soit ce que je constate actuellement, c'est qu'il faut qu'on soit très inventif parce que on peut pas se reposer. Et là, je vais parler un peu de protection. Vous avez tout un GPS, j'ai compris là-dessus, protection par rapport aux écrans. On peut pas se reposer sur enfin sur la protection, tout ce qui est du numérique actuellement. On est en conflit. J'ai cru comprendre, hein, et c'est pas une croyance, c'est la vérité. Il y a quand même un conflit qui est très entre la protection des données personnelles, la protection de l'enfance au niveau du numérique et qui ne semble pas résolu pour protéger les enfants à fond sur certains sites par rapport à l'âge, par rapport à une carte d'identité, par rapport, voilà, on est un petit peu coincé sur certaines choses. Donc, moi, j'ai comme leitmotiv de dire que le contexte n'est pas protecteur. Il y a des choses, il faut mettre de l'embrouille, il faut qu'on se saisisse de ce qui existe. Donc, vous avez forcément pour les écrans particulièrement tous ces sites. Effectivement, je protège mon enfant.gouv, comment ils peuvent nous aider, comment il faut mettre des bloqueurs, c'est un compromis, hein, c'est pas, tout est détournable. De ne pas avoir d'internet sur les portables des enfants, mais bien qu'il y ait le partage de connexion, qu'il y ait la Wi-Fi partout, que tout est contournable. Ils savent, ils sont très forts, ils sont plus forts que nous. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai mis toutes les protections, là, j'ai tout, non, c'est contournable. Donc, pour moi, d'après l'expérience et ce que je vis, c'est qu'il faut vraiment en parler. Pas de tabou, pas de tabou, pas de tabou. En parler, en parler, en parler. Ça veut dire instaurer un climat de dialogue, d'ouverture, de respect, de non-jugement, comme en tant qu'éducateur et parent, on doit le faire. Et être, je dirais, se remettre aussi nous en question en amont et avec eux. Regardez voilà ces petits outils numériques, grâce au numérique, là on peut dire c'est une très bonne chose. Regardez un petit film avec eux. Et puis sur ces fameux sites que j'ai mis tous addicts et moi j'en c'est valable pour nous d'abord. Et
ensuite de pouvoir avec les enfants peut-être faire des autotests. Hein. On est sur ces sites, il y a des autotests vraiment pour le tabac, pour l'alcool, pour tout hein, maintenant, enfin presque, mais qui nous peuvent se dire ah oui tiens j'ai mon téléphone par exemple j'ai mon téléphone pendant le déjeuner où il est près de moi. Ok, je suis de garde, j'ai une bonne raison, j'ai un enfant qui peut appeler, mais vous voyez comment on peut demander quelque chose à un enfant de le laisser et nous ne pas le laisser. Après, vous avez déjà évoqué ça certainement, mais qui est cette cohérence et ce qu'on a vu aussi par le passé pour l'éducation affective et sexuelle qui fonctionne pas bien, c'est comment il faut en reparler tout le temps. Pas être lourd, hein, mais que ce pas de tabou, ça soit dans la vie ordinaire, on se met pas à se dire ça y est, on en a parlé, on a fait le gros truc familial, on a pris 3 heures, on l'a dit à tout le monde en même temps, c'est nickel. Non, qu'on se ressaisisse de toutes les petites occasions de la vie ordinaire par, je dis, les expériences acquises, peut-être que ce soit notre leitmotiv. Moi, j'ai fait l'expérience, je vais vous la partager, mais c'est très personnel, mais c'est ça, avec un de mes enfants, de l'opéra. Ça coule pas de source. À 13 ans ou 14, se dire, je suis pas une fan d'opéra moi-même, mais se dire, c'est quelque chose, pourquoi on ne s'éveillerait pas ensemble? Pourquoi on jouerait pas, on se dirait pas, tiens, on va, un truc, voilà, je m'étais renseignée, c'était plus accessible, c'était ceci, cela. Pourquoi on vivrait pas sur le même plan? Je dis, moi, j'y connais pas grand-chose non plus, mais quand même, ce serait bien qu'on le vive ensemble une fois, puis on voit. Eh ben, figurez-vous que 6 mois après, à mes fils, mes mamans, pourquoi on retournerait pas à l'opéra? Ouais. Je me suis dit, voilà, ça, c'est une expérience très concrète de psychotropie. C'est quelque chose qu'il a, à ce moment-là, qui a été positif pour lui, qui a rejoint quelque chose. On a vécu un très bon moment. Mais ça reste. Ça reste. Hein. Et c'est pas du tout imprégné de la même façon que ce que je vois des personnes que j'accompagne qui courent après un produit, qui s'organisent, leur vie tourne autour de, il faut que je recherche de l'héroïne, de l'alcool, et c'est un stress permanent. Donc c'est plus, vous voyez, une expérience acquise de recherche de l'alcool qui met dans le bien-être. C'est un stress permanent. Comment je vais aller en trouver, camoufler ça, que personne ne se rende compte, me parfumer, me machiner, de tout ça. Enfin, oui, c'est un stress permanent. On n'est plus du tout, vous voyez, voilà une expérience de psychotropie positive. Là. Donc comment voilà se saisir de toutes les petites choses de notre vie ordinaire pour développer ces expériences acquises qui seront protectrices. Se documenter, je l'ai déjà dit, il faut donc le faire ensemble, hein, c'est encore mieux. Pour être plus à l'aise soi-même. Voilà, forcément, dès qu'on connaît un petit peu mieux les termes et on les découvre ensemble, bah, voilà, c'est un peu plus porteur. Les autotests à faire ensemble, je l'ai dit. Donc ça, voilà, pas de tabou, se documenter, effectivement. Ensuite, un de mes grands dadas, et qui en addicto a fait un peu aussi un sujet un thème d'entrée d'un congrès. J'avais trouvé ça très pertinent. Comment rendre le réel désirable? Si on a besoin de l'artificiel, ça veut dire que le réel n'est plus désirable. Si on a besoin d'un coup d'alcool, d'un coup d'héroïne, d'un coup de pornographie, bah, c'est pas le réel, ça. Donc, comment le rendre vraiment désirable pour nous-mêmes? Voilà, je le dis, c'est des questionnements quand on est aussi bof. Qu'est-ce qui fait que notre réel n'est pas désirable aujourd'hui, dans nos petites actions courantes? Et pour moi, ce désir est à développer vraiment comme un moteur, parce que c'est un désir, un vrai désir de bonheur, de joie, de paix. Quand on demande à nos enfants, quand on a des petits moments plus qu'est-ce que tu désires? Ça ne veut pas dire qu'est-ce que tu as envie. C'est pas la même chose d'avoir envie d'une glace et envie d'aller là tout de suite. Mais qu'est-ce que tu désires profondément pour toi? Qu'est-ce qui peuvent ça peut nous étonner ça quand on leur pose cette question-là. C'est pas une question de besoin. Désirer avoir besoin de manger parce que c'est pas la même chose. C'est pas une question de
oui, je disais de désir, le vrai désir, voilà, c'est profond, voilà, de bonheur, de paix, de joie, c'est différent des besoins et c'est différent de l'envie et d'un petit plaisir immédiat. Et pour ce qu'on a constaté, c'est que avoir des projets à court, moyen ou plus long terme pour eux, des projets désirables, qu'on entende, même si on sait qu'ils seront peut-être pas réalisables, mais c'est pas à nous de le dire, c'est à eux de l'expérimenter. Mais je veux être pilote de chasse. Je désire ça pour ma vie dans 20 ans. Eh ben oui, tu veux. C'est un beau désir, ça. Et comment on y arrive, hein, et on voit jusqu'au moment où ah non, mais je suis en maths, là, j'y arrive plus. Je serais pas capable. J'y arrive plus. Et c'est à ce moment-là que, vous voyez, les désirs vont s'adapter. Et ça, c'est très protecteur, on a repéré en addicto, parce que ce sont des jeunes qui ont foi en l'avenir et qu'on aide à avoir foi en l'avenir. Et si dans notre monde actuel très addictogène, et il y a ça aussi dans le système scolaire, qui très focus même s'il n'y a pas que ça, là vous le savez tous bien, on est quand même sur un savoir académique qui est quand même très mis en avant, et le savoir être et le savoir qui je suis par rapport à mes vulnérabilités, mes fragilités, qui peuvent être une force. Un enfant qui a des émotions, qui est hypersensible, qui a une sensibilité à fleur de peau, qui pleure pour un rien, ça peut être utilisé, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. Donc là, moi, je suis très dans rendre ce réel désirable. J'ai fait l'expérience avec d'autres et avec des enfants plutôt lycéens, d'être vraiment sur plutôt avec eux des bilans de compétences. Même jeune, on peut se dire, oh, mais il n'est pas formé, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, plutôt que des bilans d'orientation. Parce que un vrai bilan de compétences adapté au jeune public, maintenant il y a quand même qui est un peu long, qui inclut les parents, qui demande de mouiller un peu la chemise qui met en valeur leur force, et puis je trouve pour ceux que j'ai vécu, en valeur aussi leur fragilité. Que tes fragilités, là où ça va moins bien, où tu es plus apeuré, ça peut aussi être un terreau pour certaines professions, danger pour d'autres professions. Voyez, donc on arrive à l'orientation. Mais ce réel désirable, il va passer par, oui, moi je suis quelqu'un d'unique, j'ai des forces, des fragilités, et c'est moi qui parle de moi-même grâce à tous ces tests, à tous je trouve ces bilans qui sont bien une plus grande force à mon avis, qui n'orientent pas forcément sur quelle matière il va falloir ou quel spé il va falloir choisir dès la première, mais qui vont quand même être un terreau qui va permettre de le choisir en plus grande sérénité. Donc, après, c'est à quel âge le faire, ça reste une question. Mais pour moi, au lycée, c'est tout à fait valable de le faire. Seconde, première ou terminale, après, en connaissant les enfants, nos enfants, ça entraîne vraiment de l'estime de soi. C'est un outil intéressant à développer ensemble, à partager, à travailler, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon dada, rendre le réel désirable. Et puis quand on a essayé un petit peu tout ça et qu'on voit que on n'y arrive pas, il y a vraiment des très beaux accompagnements dans les consultations jeunes consommateurs, ce qu'on appelle les CJC, c'est où il y a ça vaut le coup. On peut y aller avec les enfants, parents et enfants. On est reçu même anonymement après. On peut ne pas être en confiance, ne pas apprécier tel ou tel interlocuteur. Ben, on commence avec quelqu'un d'autre, hein. Mais il y a franchement des très très belles équipes. Alors là, je vous mets, c'est le petit sigle, nous, des CJC. Il est peut-être à l'envers chez vous, je ne sais Non, ça pas. va. Mais comment? Ça va bien. Mais
Bon, il est très jaune, très, il se déplie. Donc avec les enfants, et avec les jeunes, on peut aussi avoir ces outils-là. Parfois, rien que de savoir que ça existe, j'ai eu l'expérience de le proposer. Ben, on regarde ce que c'est ensemble et ça déverrouille plein de choses. Ça fait parler, hein. Et on revient au début, on en parle, on en reparle, on en reparle, pas de tabou. Et la boucle est bouclée. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. C'est vraiment chouette d'être sortis ensemble de ce tabou de l'addiction parce que c'est vrai que c'est pas du tout un sujet facile et on était en vérité un peu inquiets de proposer ce sujet pour le GPS. Chers auditeurs, on attend vraiment vos commentaires. Si vous avez des questions, on est là vraiment pour y répondre. On pourra transmettre sans problème à Claire. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vos collègues, à vos connaissances. Et puis, on est vraiment à votre disposition pour écouter vos questions. À très bientôt et merci beaucoup Claire de nous avoir éclairé sur ce sujet.